Chères consoeurs, chers confrères, bonjour. Merci d'avoir bien voulu répondre présent à cette conférence de presse spéciale. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le privilège de recevoir en République centrafricaine M. Abdou Abari, le représentant spécial en Afrique centrale et chef du bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale, UNOCA, et sa délégation. Nous allons donc d'emblée lui donner la parole pour son mot liminaire et après on passera à la séance de questions et réponses. Monsieur le représentant, la parole est à vous. Merci beaucoup. Merci de me donner cette opportunité d'indiquer à nos amis de la presse les raisons de ma présence aujourd'hui à Bangui, cette belle capitale de la République centrafricaine. J'ai pris fonction comme nouveau représentant spécial du secrétaire général en Afrique centrale au mois de septembre de l'année dernière. Le bureau UNOCA, Bureau des Nations Unies pour l'Afrique centrale, que je dirige, est basé à Libreville au Gabon. Il couvre les 11 pays membres de la CEAC, donc dont la République centrafricaine. Depuis ma prise de fonction, j'ai déjà visité avec la République centrafricaine le 10e pays membre de la CEAC. Il me reste qu'à visiter dans les jours à venir, en fin de ce mois, la Guinée équatoriale. Donc il est tout à fait normal que je vienne ici à Bangui rencontrer les autorités de la République centrafricaine pour me présenter d'abord et puis pour discuter des dynamiques importantes qui se jouent aujourd'hui en République centrafricaine, les questions internes, mais plus particulièrement, comme vous savez, j'ai une collègue ici qui est la représentante spéciale du secrétaire général, chef de bureau de la MINUSCA, qui travaille avec les autorités sur un certain nombre de sujets. Mais en tant que représentant régional, l'intérêt particulier que j'ai à être présent ici, c'est de discuter avec les autorités et avec ma collègue ici en République centrafricaine des dynamiques transfrontalières. Comme vous le savez, quels que soient les efforts que la République centrafricaine fera à l'interne, elle ne peut pas le faire de façon isolée. Ce qui se fait à sa frontière avec le Tchad est très important. Ce qui se fait à sa frontière avec le Cameroun est tout aussi important. Ce qui se fait de bien ou de pas bien à sa frontière avec les deux Soudans est également important. Donc il y a des dynamiques qui sont encourageantes, d'autres qui le sont moins, qui se déroulent, et nous sommes là en tant que système des Nations Unies pour mettre de la complémentarité, de la cohésion et aider au mieux de nos capacités en tant que système des Nations Unies les autorités de ce pays, membre de la CEAC et de cet important acteur de la communauté internationale pour régler là où il y a des défis, les défis, et là où il y a des dynamiques qui sont vertueuses, accompagner le gouvernement dans cette bonne direction. Voilà en introduction les raisons et les objectifs de ma visite ici en Centrafrique et à Bangui. On vous remercie, monsieur le représentant. Nous allons à présent passer à la séquence de questions et réponses. Nous allons, dans un premier temps, prendre une série de 3 questions. Vous vous présentez et vous posez votre question. Oui, le citoyen, après le démocrate et RJDH. Et puis on reviendra. Le citoyen. Merci beaucoup. Je suis Odilon Poulaka du journal Le Citoyen. Vous avez visité les autorités. Quel constat faites-vous par rapport à votre visite avec les autorités du pays? Quel constat faites-vous pendant votre visite à Bangui? Oui, le démocrate. Monsieur le représentant spécial, en parlant de dynamique transfrontalière, ça sous-entend aussi le processus de paix en Centrafrique, notamment
l'accord politique pour la paix et la réconciliation qui a été signé en 2019. Et comme vous le savez, cet accord est quelque peu grippé ces derniers temps. Et vous, en tant que représentant spécial pour l'Afrique centrale, qu'est-ce que vous avez eu à dire aux autorités quant à ce qui concerne la contribution des États frontaliers pour relancer ce processus? Merci. Je suis Guy Plantou, Tiama du RJDH. Ma question est axée sur la sécurité, tout en sachant que c'est la priorité aujourd'hui chez les Centrafricains. Vous, en tant que le responsable de l'Afrique centrale, avez-vous néanmoins abordé la question sécuritaire avec les autorités? Et puis, quelle stratégie vous aurez afin qu'il y ait vraiment une cohésion, une meilleure amélioration entre la République centrafricaine et les autres pays frontaliers? Merci. Voilà, on a déjà la série de 3 questions. La première, c'est quel constat avez-vous fait durant votre visite? La deuxième, l'accord de paix qui est grippé, qu'avez-vous dit et quelle contribution des pays frontaliers? Et la troisième, c'est une question en rapport avec la sécurité. Quelle stratégie? Merci beaucoup, merci chers journalistes pour ces questions tout à fait pertinentes. La première question a trait au constat que je fais. Il y a 2 ans de cela, j'étais en visite à Bangui, mais à cette période, j'assurais les fonctions de président du comité de sanctions du Conseil de sécurité sur la République centrafricaine. Aujourd'hui, j'ai plaisir à constater que le régime de sanctions a été suffisamment allégé. Pas totalement levé, mais en tout cas suffisamment allégé pour permettre notamment aux forces armées de pouvoir s'équiper, d'avoir l'armement nécessaire pour faire face aux groupes armés. Donc c'est déjà quelque chose de positif. J'ai eu l'insigne honneur d'être reçu par le président de la République hier et d'avoir des entretiens également avec la ministre des Affaires étrangères. Le constat que je fais après 48 heures de visite ici, c'est le constat de trouver des autorités qui sont soucieuses de rétablir la sécurité, la paix et de répondre aux besoins fondamentaux des populations. Le président de la République a été clair là-dessus, c'est de dire que j'ai toujours fait une politique de main tendue, je continue à faire cette politique de main tendue et à promouvoir le dialogue entre toutes les filles et tous les fils de la République centrafricaine. Je pense que c'est quelque chose qui est très important et qui mérite d'être dit. Le président a également dit que l'une des priorités que nous avons, c'est la lutte contre les groupes armés. C'est de mettre fin aux groupes armés. Et dans ce cadre, la mise en œuvre de l'APPR, mais également de la feuille de route de Luanda, est quelque chose de très important. Et hier, dans la réunion que j'ai eue avec les membres du corps diplomatique ici, 2 des pays facilitateurs des pays voisins, à savoir le Cameroun et puis le Congo, ont effectivement évoqué cette question en disant qu'ils sont engagés à travailler à la mise en œuvre complète de l'APPR et de la feuille de route de Luanda, de façon à ce que tout ce qui est contenu dans ces importants instruments puisse être mis en œuvre de façon à ce que la paix puisse être réinstaurée ici en République centrafricaine. L'autre dimension des discussions que j'ai eues concerne effectivement les relations transfrontalières. La ministre des Affaires étrangères m'a indiqué que un certain nombre de projets de réunion de commissions mixtes, encore que ce n'est pas le mot qu'elle préférait, c'est peut-être des comités bilatéraux de coopération, vont se tenir avec un certain nombre de pays. Avec le Cameroun, ça a été planifié, mais compte tenu d'impératifs d'agenda, la réunion n'a pas eu lieu. Mais avec le Congo, la réunion a eu lieu
avec le Tchad, la réunion a eu lieu et des réunions sont prévues. Avec le Soudan, également, des discussions sont en cours pour pouvoir engager des discussions avec ces différents pays parce que simplement le processus transfrontalier entre ces différents États, c'est cela qui est la clé qui va permettre, quand vous prenez par exemple la frontière avec les deux Soudans, là il y a un véritable souci de pouvoir réinstaller l'administration dans cette région. Parce que sans une présence de l'État, ça se transforme en une sorte de no man's land où des gens amènent des armes contre des minerais et ce trafic non vertueux, c'est celui-là qu'il faut combattre parce que c'est celui-là qui entraîne les morts, les détresses, les viols, les enlèvements de personnes et cela est totalement inacceptable. À la frontière ouest avec le Cameroun, comme vous le savez, c'est une source de ravitaillement, c'est un axe du commerce entre les deux pays. En plus de la question des réfugiés qui nous intéresse dans cette région, il y a quand même la question des groupes armés également qui utilisent des engins explosifs et ces engins explosifs font des victimes et cela est tout à fait intolérable. Donc, sur l'ensemble de ces questions, j'ai trouvé un gouvernement au plus haut niveau qui est engagé à pacifier ces relations, à normaliser ces relations, à les fluidifier. La rencontre qu'il y a eu entre son Excellence le Président Touadéra, son Excellence le Président Mahamat Déby du Tchad à Luanda est là pour révéler de façon concrète cette dynamique vertueuse dans laquelle la République centrafricaine s'est engagée et nous, en tant que système des Nations Unies, mon bureau, comme celui de la MINUSCA, nous nous attelons à travailler en toute confiance, en toute coordination, en bonne intelligence pour aider les autorités de la République centrafricaine à faire face à tous ces défis que vous avez soulevés. On va prendre une autre série de questions. On va prendre, oui, ça sera, après ça va être au Bangui Média et le langage Gabriel. Jusqu'aujourd'hui, une branche de la société civile et certains membres des partis politiques de l'opposition s'opposent aux élections régionales et locales en cours. Est-ce que vous avez eu à aborder ces questions-là lors des échanges avec les autorités locales et quelles ont été leurs positions par rapport à ce sujet? Merci. Oui. Merci. J'ai juste une question concernant toujours la sécurité. Comme vous disiez tantôt, il y a 2 ans de cela que vous avez fait un tour ici en Centrafrique et la situation sécuritaire est suffisamment allégée selon votre terme. Mais l'on constate qu'il y a une montée vraiment en puissance des groupes armés. Et vous avez discuté avec les autorités. Je pense que les autorités clament toujours la levée de l'embargo. Et je suppose que ça fait partie des défis auxquels vraiment les autorités souhaitent vraiment que l'embargo soit vraiment levé afin vraiment de faire face aux groupes armés qui sont en train vraiment d'attaquer les positions des forces armées centrafricaines. Quel en est vraiment à ce niveau? Il avait été dit que le président de la République continuait à tendre la main pour le dialogue. Est-ce que la mission a conseillé au président d'ouvrir un dialogue avec la CPC qui continue avec les hostilités? Ensuite, où en sommes-nous avec la force tripartite à la frontière aux frontières de la République centrafricaine? Je parle de force tripartite, ça veut dire RCA, Soudan et Tchad. Cette force-là existe-t-elle encore ou a-t-elle disparu? Merci. Voilà, on a déjà les 3 questions. La première, c'est en rapport avec les élections locales. Est-ce que vous avez abordé cette question de la tenue des élections locales avec les autorités? Et l'autre question parle d'une montée en puissance des groupes armés et fait la jonction avec la levée totale de l'embargo.
Et la dernière question, c'était Gabriel du Langage, qui demande si vous avez conseillé au président une sorte de dialogue avec la coalition des patriotes pour le changement, et qu'en est-il de la force tripartite? Sur les élections locales, cette question, effectivement, elle a été abordée dans mes discussions avec les autorités de ce pays. Ça fait 38 ans que la République centrafricaine n'a pas connu l'exercice de la démocratie à la base. Donc, mon premier commentaire, c'est d'apprécier cette décision des autorités centrafricaines de permettre aux filles et aux fils de ce pays, pour la première fois, ou en tout cas depuis 38 ans en tout cas, de pouvoir élire leurs représentants au niveau local. C'est cela le premier fondement d'une démocratie, c'est d'abord la démocratie à la base. Les autorités en fonction aujourd'hui n'ont aucune obligation en réalité de le faire, parce que c'est plus facile à un président de continuer à nommer par décret les représentants dans les régions. Pour son parti, pour lui-même, la chose est plus facile. Mais le président a pris la décision qu'il faut saluer de s'engager sur la voie d'ancrer la démocratie à la base en permettant aux Centrafricaines et aux Centrafricains d'élire ceux qui vont diriger leur destinée au niveau local. Ça, je pense que c'est un constat qu'il faut faire, et c'est certainement un constat positif. Maintenant, il y a, comme dans tout processus électoral, ceux qui peuvent être d'accord, ceux qui peuvent ne pas être d'accord, mais le principe, c'est celui-là. La deuxième dimension de cette question, c'est la mobilisation des moyens financiers et des ressources pour pouvoir organiser ces consultations. Il est apparu que certains partenaires, jusque-là, ne sont pas ouverts à apporter le soutien financier qu'il faut. Et nous, notre travail en tant qu'UNOCA, en tant que système des Nations Unies, c'est de dire déjà au niveau de la MINUSCA un certain nombre de préparatifs, de plans en termes de soutien logistique. La mission au sein de laquelle nous sommes aujourd'hui est prête à accompagner le gouvernement. En termes de mobilisation des ressources, ce matin, j'ai eu une rencontre avec les représentants des institutions financières internationales, la Banque mondiale, le FMI, la Banque africaine de développement. Et hier, je me suis entretenu avec le corps diplomatique, et le message qu'on a eu à délivrer, c'est de dire que si on a besoin de la stabilité, si on a besoin de la paix, si on a besoin de la promotion de la démocratie dans ce pays et dans tout autre pays africain, c'est de financer l'ancrage de la démocratie à la base. Et le fondement, l'un des piliers fondamentaux de cette démocratie à la base, c'est quand même l'organisation d'élections locales. Donc voilà, sur cette question d'élection, ce que je peux vous dire. Je pense qu'en tant que médium, vous devez faire la promotion de ce genre d'idées. Il faut être critique, certes, mais je pense que lorsqu'un pays s'engage dans une dynamique qui est vertueuse, il faut encourager cela. Il faut que les Centrafricains parlent d'une seule et même voix. C'est de cette manière seulement que vous allez entraîner l'adhésion de la communauté internationale et permettre à certains partenaires, même ceux qui sont un peu réticents, de comprendre que c'est une dynamique nationale, d'intérêt national, dans laquelle le peuple centrafricain a choisi de s'engager, et cela va permettre l'ancrage de cette démocratie à la base, qui va permettre la promotion ou l'éclosion d'une démocratie à tous les échelons et à toutes les échelles. La deuxième question, c'est celle des groupes armés en lien avec le régime de sanctions. Comme je vous l'ai dit, il y a 2 ans, quand j'étais venu dans une position de président du comité des sanctions, on était encore dans une histoire de permettre des calibres, de certains millimètres, de certains types d'armements qui doivent pouvoir être acquis par les FACA. Aujourd'hui, cette condition a également sauté. Aujourd'hui, les forces armées centrafricaines
peuvent acquérir tous les calibres, tous les moyens. La seule obligation, si je ne m'abuse, c'est l'obligation de notification. Et même l'obligation de notification au titre du régime de sanctions n'incombe pas aux autorités, mais à ceux qui vont fournir les armes, juste d'informer que telle quantité d'armes ou tel type d'armes vont être livrées à la République centrafricaine. Donc, ce narratif qui a consisté pendant longtemps à dire que les groupes armés ont la liberté de se ravitailler et pas les forces armées, je pense qu'il n'a plus de raison d'être aujourd'hui. Le régime a été suffisamment allégé lors de la dernière révision du régime de sanctions sur la République centrafricaine, et les autorités de ce pays sont en train de faire tout ce qu'elles doivent pouvoir faire pour que même cette obligation de notification puisse être levée au prochain examen du régime de sanctions sur la République centrafricaine. La question des groupes armés, c'est une question qui est très difficile, comme vous le savez. Il n'y a pas que la République centrafricaine qui souffre de ce problème. Tout à côté, en République démocratique du Congo, qui est un autre pays qui relève du mandat de UNOCA, nous savons ce qui se passe. Nous savons également dans la région frontalière de l'Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, ce qui est en train de se passer. Lorsque ces phénomènes commencent, ça a l'air d'être facile au début, mais pour pouvoir les éradiquer, pour pouvoir les combattre, il faut beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'opiniâtreté et beaucoup plus de cohésion également. Parce que les groupes terroristes, ce n'est pas des groupes qui tombent du ciel, c'est des groupes qui sont au sein de la population. Donc l'appel que je peux lancer ici, c'est de dire que les forces armées centrafricaines font leur travail, les forces de défense et de sécurité font le leur. Le gouvernement, avec les moyens à sa disposition, doit continuer à aider l'armée centrafricaine à monter en puissance, les forces de défense et de sécurité à monter en puissance, mais la population centrafricaine, qui est le bénéficiaire de cette sécurité également, devrait pouvoir contribuer à adhérer à cette dynamique de lutte contre les forces qu'on peut qualifier de négatives. Et c'est un appel que je lance également à la jeunesse. Parce que ceux qui sont victimes de cette violence aveugle, c'est les jeunes. Mais ceux qui sont attirés également par ces réseaux, c'est les jeunes. Donc, je pense qu'il y a un travail de conscientisation qui doit pouvoir être fait. Il y a certainement un plan d'occupation de la jeunesse qui doit être mis en œuvre. Mais comme vous savez, quand un pays connaît une situation de crise, il y a une échelle de priorité qu'il faut établir. C'est d'abord le retour de la paix, et à travers le retour de la paix, la mise en œuvre de programmes intégrateurs, y compris des programmes qui peuvent permettre d'utiliser les bras valides de ce pays, la jeunesse dynamique de ce pays. L'autre question, c'est sur le dialogue. La question du dialogue, je ne vous cache pas, je l'ai évoquée avec les plus hautes autorités, et la réponse que j'ai reçue, y compris au plus haut niveau, c'est de dire que la politique de la main tendue va prévaloir avec pratiquement toutes les filles et tous les fils de la République centrafricaine. J'ai eu à dire que le dialogue est toujours le dialogue, c'est ça la formule pour sortir d'une situation. À un moment, il peut y avoir des gens qui n'adhèrent pas, peut-être parce qu'ils ont d'autres intérêts, peut-être parce qu'ils n'ont pas bien compris le sens de l'enjeu, mais je pense qu'à force de répétition, à force de pédagogie, on finira toujours par embarquer ceux qui sont réticents, ceux qui n'ont pas voulu s'engager dans un premier temps. Le retour de la paix, bâtir la paix, c'est un processus de longue haleine. Ce n'est pas une course de vitesse, c'est une course de fond. Il faut de l'opiniâtreté, il faut de la conviction et il faut de la patience. Et d'après ce que j'ai vu, d'après ce que j'ai entendu, je garde l'espoir que dans les mois à venir,
quelque chose de positif sera fait en termes de rassembler plus de personnes, de solidifier plus le mur de l'unité nationale pour lutter contre ceux qui ont décidé de prendre les armes contre la souveraineté nationale et contre la stabilité de ce pays. Voilà les commentaires que je peux faire pour répondre aux différentes questions que vous avez posées. Je pense avoir couvert vos préoccupations. On prend une toute dernière série de 3 questions pour ceux qui n'ont pas encore pris la parole, et puis ça sera la fin. Oui, Radio Dekeluka. Oui, merci. Moi, je suis Astrid de Bono-Polingue de Radio Dekeluka. Merci, monsieur le représentant spécial. Au fait, dans vos allocutions, vous avez dit, en partant de vos constats, vous avez visité les autorités du pays. Mais quelle est votre contribution, ou bien comment comptez-vous renforcer ces dynamiques frontalières pour le rétablissement de la paix et de la sécurité en République centrafricaine? Merci. D'accord. L'opposition, n'est-ce pas, reste ferme sur sa décision sur la révision du référendum. Alors, avez-vous discuté de ce problème avec les autorités de ce pays lors de votre rencontre? Merci. Merci, monsieur le représentant. En vous écoutant, vous avez échangé sur plusieurs questions avec les autorités du pays. Mais moi, je veux aborder la question de transhumance qui est souvent source de conflits entre la République centrafricaine et ses pays voisins. Quel sera l'apport de l'UNOCA pour prévenir les conflits qui pourraient survenir pendant la période de transhumance? Merci. Voilà les 3 dernières questions. C'est la contribution, quelle est la contribution des Nations Unies pour le rétablissement de la paix, et puis quelle est la position aussi des Nations Unies sur le référendum constitutionnel, et enfin la question de la transhumance, source de conflit entre la RCA et les pays voisins. En termes de contribution au niveau des dynamiques transfrontalières, je peux vous dire que tout juste avant que nous ayons ce dialogue, j'étais avec l'équipe pays. L'équipe pays, c'est l'ensemble des agences du système des Nations Unies qui travaillent ici en République centrafricaine. Et la question, par exemple, des 3000 Tchadiens qui ont quitté le Tchad pour venir s'installer en République centrafricaine a été évoquée. Et ce que nous comptons faire, c'est de demander aux différentes agences du système des Nations Unies qui peuvent être compétentes pour régler cette question, de prendre en charge la situation, de faire en sorte que ces populations qui n'ont pas été invitées par la République centrafricaine, mais qui se trouvent sur le territoire centrafricain, de peur que cela ne crée des tensions entre les deux pays, que cette question soit prise en charge, non seulement par les gouvernements des deux pays en priorité, mais avec le soutien du système des Nations Unies. L'autre axe de notre intervention va consister en une mission conjointe que nous planifions, moi-même et ma collègue, la représentante spéciale du secrétaire général ici en République centrafricaine. Nous nous proposons dans les jours ou semaines à venir à faire un déplacement au Tchad pour pouvoir engager les autorités tchadiennes, aujourd'hui que nous avons l'aval des autorités centrafricaines, à voir la meilleure façon de régler ces problèmes au niveau des frontières de part et d'autre pour les deux pays. Avec le Cameroun, des processus de commission mixte de dialogue entre les deux pays sont enclenchés. Avec le Soudan également, ça va être enclenché dans les jours ou les mois, dans les semaines ou les mois à venir. Et donc, notre contribution en tant que système des Nations Unies, ce n'est pas de nous substituer au pays. C'est d'abord la responsabilité des gouvernements tchadiens et des gouvernements centrafricains de prendre en charge les questions. Mais lorsque vous avez des groupes de personnes déplacées, dans lesquels vous avez des hommes valides, mais vous avez des enfants, vous avez des femmes, il faut une approche interagence
interspécialité pour pouvoir contribuer à aider les pays à prendre en charge les difficultés. Donc, en tant que Nations Unies, nous avons manifesté notre disponibilité pleine et entière à appuyer les dynamiques d'apaisement, les dynamiques de dialogue, les dynamiques de coopération transfrontalière entre tous les pays qui entourent la République centrafricaine et la République centrafricaine. La deuxième question, malheureusement, je ne peux pas faire de commentaire là-dessus parce que, comme vous le savez, nous avons nos différents mandats. Je suis représentant pour une région. Il y a des domaines qui sont des domaines internes spécifiques dont s'occupe ma collègue qui est en charge des questions politiques, de mise en œuvre des questions politiques, y compris la question du référendum en République centrafricaine, et je ne souhaiterais pas marcher dans sa surface de réparation. Donc, je n'ai pas évoqué cette question. Et là où j'ai évoqué, je préfère vous dire la vérité, j'ai évoqué les questions que je n'ai pas évoquées. Je ne les ai pas évoquées, c'est la réponse que je peux vous donner. La question de la transhumance, c'est une question effectivement qui est dans notre mandat, dans le mandat de UNOCA, parce que la question de la transhumance, c'est une question qui préoccupe la région de l'Afrique centrale et au-delà. Nous travaillons non seulement à l'interne dans la région de l'Afrique centrale, mais nous utilisons également les bonnes pratiques qui ont contribué à juguler ce phénomène ou à le rendre moins nocif en Afrique de l'Ouest. Donc mon bureau UNOCA travaille avec UNOAS, le Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest, pour prendre en charge cette question. L'autre levier que nous avons, c'est UNSAC. C'est le mécanisme que nous avons pour la sécurité en Afrique centrale qui se réunit pratiquement tous les 6 mois. Nous avons eu une réunion récente au Congo, à Kintele, et du 15 au 19 mai prochain, nous allons avoir une réunion de UNSAC à Sao Tomé et Principe. Et la question de la transhumance est une des questions qui est inscrite à l'ordre du jour de cette réunion. De la même manière que nous travaillons à travers UNSAC, nous travaillons avec la commission de la CEAC pour que effectivement des instruments puissent être adoptés au niveau de la région pour faire face à ce phénomène. Pour vous donner un simple petit exemple, les conflits entre éleveurs et agriculteurs, au Tchad par exemple, ont fait plus de victimes que les attaques des groupes terroristes armés. Donc c'est une question qui est préoccupante pour la région du Sahel, mais également maintenant pour la région de l'Afrique centrale. Et en ce moment où je vous parle, il y a une mission de mon bureau avec la participation de représentants des États membres qui se trouvent, je crois, à la frontière du Cameroun, du Gabon et de la Guinée équatoriale pour parler de ce problème spécifique. Il y a des pays de l'Afrique centrale qui jusque-là ne souffraient pas de ce phénomène, comme le Congo, qui, maintenant qu'ils ont pris la présidence de UNSAC, ont demandé de l'expertise et une contribution pour que ce phénomène qui est déjà présent en République centrafricaine, qui touche le Tchad, bien évidemment, qui touche la République démocratique du Congo, que ce phénomène ne s'amplifie pas et qu'il n'aille pas dans des pays de l'Afrique centrale qui n'en souffrent pas jusque-là. Donc, nous sommes en train de bâtir une stratégie et une approche régionale pour faire face à ce phénomène, et je puis vous assurer que mon bureau UNOCA, en collaboration avec la commission de la CEAC, nous ne ménagerons pas nos efforts pour engager les États de la sous-région à mettre et les moyens et l'énergie et l'intelligence pour endiguer ce phénomène de la transhumance qui, à certains égards, se complète ou en tout cas touche les dynamiques également de conflits et de groupes terroristes, parce qu'il y a des régions dans lesquelles on appelle par exemple les Peul Bororo eux-mêmes comme étant des terroristes. Donc ces deux phénomènes qui devraient être séparés,
la question des groupes armés, la question de la transhumance, qui peut tirer, elle, ses racines des questions de changement climatique, impact du changement climatique, des bergers qui ont un cheptel, des troupeaux de bétail à nourrir, à faire paître. Avec les questions de changement climatique, vous avez dans la région du Sahel un assèchement des cours d'eau, pas de pâturage, et donc les éleveurs descendent un peu plus au nord, jusque dans ces régions qui sont dotées par la nature, et ça crée un problème entre les éleveurs, les agriculteurs, dont se nourrissent maintenant les groupes armés terroristes et tous ceux qui veulent semer le désordre et la violence, qui utilisent ce phénomène-là à des fins de déstabilisation des États. Je puis vous assurer que sur ce dossier, on est déterminé à bâtir une synergie, une compréhension et des stratégies qui vont être partagées par l'ensemble des États membres de la CEAC pour pouvoir mettre fin ou en tout cas contenir au mieux de nos capacités le phénomène de la transhumance dans ses dimensions négatives. Merci beaucoup, monsieur le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Afrique centrale et chef du bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale, d'avoir consacré de votre temps dans cet exercice avec la presse. Chers consoeurs, chers confrères, merci aussi de votre participation. C'est la fin de cette conférence de presse. Au revoir. Merci.